Bonjour à tous et tous, auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, nous allons parler de Melchior Ndadaye, ce premier président élu démocratiquement au Burundi en 1993, leader du parti Front pour la démocratie au Burundi, Frodebu, et qui a été assassiné le 21 octobre de la même année, juste après 102 jours de règne. 21 octobre 1993, 21 octobre 2020, cela fait donc 27 ans après cet assassinat qui a par ailleurs été suivi d'une guerre fratricide ayant coûté la vie à des centaines de milliers de Burundais. Mais alors, quel a été l'héritage de ce héros national en matière de la démocratie au Burundi? Quelles leçons? Quelles perspectives? Trois invités sont déjà avec nous sur le plateau. Léon Sengenda Kumana, vous êtes le vice-président du parti Sawanya Frodebu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Kefa Nibizi, vous êtes le président du Frodebu Nyakuri Iragi Ndadaye. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir invités. Nous sommes également avec vous, professeur Denis Banchimi Roussa, enseignant d'université, expert en matière de démocratie et des partis politiques au Burundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Nous attendons incessamment un quatrième invité. Il s'agit de Jean de Dieu Mutabazi, le président du parti Radebu et de la coalition Copa Burundi. Il a été également du Frodebu avant de fonder le Radebu. Il arrive incessamment, nous l'espérons. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitewutsi, réalisation de Jérôme Nyonzima, prise d'image de Renaud Nyongheza et Dorine Ouimana. Au micro, Léon Sebitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. La première question, je vais l'adresser à vous. Kefa Nibizi, président du parti Sawanya Frodebu Nyakuri, Iragi Ndadaye. Iragi Ndadaye qui colle en tout cas avec l'émission du jour, Héritage de Ndadaye. C'est quoi l'héritage de Ndadaye selon vous? Et c'est comment justement dans le domaine de la démocratie? Kefa Nibizi. Merci beaucoup. Je voudrais parler que l'héritage de Melchior Ndadaye est multidimensionnaire. Mais je voudrais me focaliser sur la dimension démocratique. Vous savez que même le gouvernement du Burundi et le Parlement ont érigé son Excellence Ndadaye Melchior en héros de la démocratie. Alors, là, quand je parle de cet héritage, c'est une fois un héritage qui est un peu biaisé. Parce que j'ai toujours dit qu'à l'époque des années 1992-1993, quand on a commencé à entrer dans la démocratie, je pense qu'on n'a pas commencé à évoquer le mot démocratie sans qu'il y ait une véritable critique démocratique. Alors, deuxièmement, à l'époque, peut-être je dis ça sous réserve d'honorable Léonce qui était parmi les acteurs, il va me compléter. On ne comprenait pas la démocratie dans toutes ses dimensions. La démocratie venait... Certains comprenaient la démocratie, certains autres ne comprenaient pas. Oui, mais ceux qui pensaient la comprendre ne la comprenaient pas dans toutes ses dimensions. Pourquoi? On était à peu près plus de 20 ans dans des gouvernements militaires, presque monoethniques, et qui venaient de la même région presque. Et c'est ce que fait Melchior Ndadaye. Attends-moi un peu. Alors, ce gouvernement avait commis beaucoup de crimes à l'endroit d'une partie de la population, où il y avait beaucoup de massacres, beaucoup d'exilés, beaucoup de limitations de droits à l'éducation et autres. Alors, quand les gens ont entendu parler de la démocratie, ils avaient... Nous, j'étais jeune... qui était à l'école secondaire à cette époque, on comprenait une chose. Il faut en découdre avec ce gouvernement presque monoethnique, qui venait d'une même région, ça ne me concernait pas beaucoup moi, mais il fallait quand même avoir un renouveau. Tu étais au courant en ces temps-là, 1992, 93, c'est ça? Oui. Alors, voilà. Les histoires de liberté d'expression, de beaucoup de partis politiques, associations sans but lucratif. La population, la masse ne comprenait pas ça. L'enjeu,
il fallait en découdre avec ce pouvoir. C'est la raison pour laquelle cet héritage a été perçu, je me dis, en grande partie dans cet angle-là, et on a oublié beaucoup d'autres dimensions de la démocratie jusqu'à maintenant. Il y en a ceux qui disent, voilà, nous avons tout déjà acquis, on a un gouvernement qui est militethnique, élu, qui provient des élections, où les composants de l'administration proviennent de toutes les ethnies, d'autres régions, et les gens risquent de croire qu'on a fini avec la démocratie. Cela est un problème pour moi qui découle de la conception même de départ de l'héritage de son excellence fait Melchior Ndadaye, où la démocratie avait été comprise dans un angle et pas dans toutes ses dimensions. Alors, c'est pour cette raison que je voudrais vous dire que malgré tout, la démocratie, si on regarde encore d'une façon globale, on regarde par exemple dans la région, les Yassé, comment est-ce que les gens perçoivent la démocratie, les partis politiques, les décideurs politiques. Si on va en Afrique, si on va peut-être en Europe de l'Est, si on va en Asie, on va trouver que la plupart, il y a beaucoup de résistance à la véritable démocratie. C'est pour cette raison qu'ici chez nous, on est quand même dans une démocratie parce que certaines choses se font. Il y a des élections, il y a beaucoup de partis politiques, il y a des associations syndicatives, il y a les médias. C'est quand même quelque chose qu'on peut dire qui va. Comment tout cela fonctionne? Là, les partis politiques, ça, c'est autre les chose, médias, hein. les organisations de la société civile, etc. Là, si tu me demandes comment il fonctionne, on va entrer dans ce que nous appelons la culture démocratique. Il y a pas mal de lois, de constitutions qui sont votées au moins soit par le peuple, soit par le gouvernement du peuple, et qui consacrent la démocratie. Est-ce qu'on ravit au quotidien? Là, je pense que, bien sûr, il y a encore des défis à relever. Est-ce qu'on vit cette démocratie au quotidien, vous dites, et vous parlez de plusieurs partis politiques qui existent au Burundi, un des piliers de cette démocratie, ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et tant que vous êtes là, feu président Melchior Ndadaye a fondé le parti Sahwanya Frodebu, Inzira Guhemuka. Et qu'est-ce qui fait que le parti soit scindé en un certain nombre d'ailes aujourd'hui et qui aurait poussé à la fondation du parti Frodebu Nyakuri, Iragir Ndadaye? Estimez-vous que votre parti suive au mieux cet héritage de Ndadaye? Vous savez, naturellement, là où il y a des hommes, il y a des conflits. Et les conflits sont toujours inhérents à la vie humaine. Certainement que s'il y a émiettement de partis politiques, ça résulte beaucoup plus à des conflits entre les membres d'un parti politique. C'est comme même dans une famille où on assiste à des séparations de femmes et hommes qui sont mariés, qui ont été bénis devant Dieu, mais il arrive que des fois ils se séparent. Il s'agit d'un phénomène qui n'est pas très bon, mais qui est naturel. Alors, ce qui est très important, que ça soit qu'un parti politique se divise en un ou deux ou plusieurs partis politiques, mais qu'on respecte toujours les principes démocratiques, pour moi, ça marche. Sinon, les conflits, vous savez, sont inhérents à la vie humaine. Est-ce que vous étiez militant du parti Sahwanya Frodebu quand Léon Sengenda Kumana était le président de ce parti? Moi, je vous ai dit qu'en 1993, j'étais, je pense, à 8e année de l'école secondaire. Vous étiez déjà... À cette époque-là, on militait, bien sûr. Pour le Frodebu? Oui, pour le Frodebu. Donc, pour le changement, pour la venue de la démocratie au Je Burundi. vous ai dit la perception qu'on avait. On avait une perception globale qu'il faut un nouveau pouvoir, qu'il faut changer même l'étiquette. Je me limite là, l'étiquette des dirigeants de l'époque. C'était ça. Ok, Léon Sengenda Kumana, honorable Léon Sengenda Kumana, vous êtes le vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Vous avez été même à la tête de ce parti depuis pas mal d'années. Vous avez dirigé l'Assemblée nationale et là aussi vous étiez, je crois, en tout cas,
un des grands responsables de ce parti. Votre réaction par rapport à cet héritage de Melchior Ndadaye en matière de la démocratie? Et vous pouvez aussi réagir par rapport à ce que vient de dire Kefani Wizi, président du Sarwania Frodebou Nyakuri. Oui, merci beaucoup. Avant de parler de son héritage, je pense qu'il faut parler de Ndadaye lui-même. Qui était-il? Il faut parler aussi de son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors comme ça, on comprend aisément et facilement ce que doit être son héritage. On comprend aisément ce que doit être son héritage. Ndadaye Melchior avait un rêve pour le Burundi. Il rêvait un Burundi nouveau, un Burundi digne, un Burundi uni, un Burundi réconcilié, un Burundi prospère, où chaque citoyen burundais devait vivre dans la paix, devait cohabiter avec ses partenaires ou ses frères et sœurs en harmonie pour partager équitablement ce que le pays, ce que le Burundi a. Alors, Ndadaye, pourquoi est-ce qu'il a pensé à l'avenir de la démocratie au Burundi? Il a dit mon collègue Kefani Wizi, on vivait à cette époque-là, pendant une trentaine d'années, des régimes militaires dictatoriaux où le mensonge avait été érigé, le mensonge, les divisions politico-ethniques étaient érigées à mode de gouvernement. Il fallait alors mettre en terme à ces régimes militaires dictatoriaux pour instaurer au Burundi un état de droit, instaurer au Burundi un état démocratique, une société juste et équitable, où chaque citoyen, comme je le disais, vit paisiblement et librement. Voilà, c'était ça son rêve. Maintenant, quels sont les acquis? Nous avons des acquis quand même. Il a cité quelques-uns. Les acquis, nous avons aujourd'hui des partis politiques, puisqu'il voulait aussi un État démocratique où les partis compétitionnent sur base des programmes et le peuple fait son choix. Alors, nous avons des partis politiques. Ils ne fonctionnent pas comme... Plusieurs partis politiques, mais qui ne fonctionnent pas comme il faut en démocratie. Mais ils sont quand même là. Nous avons et à ce point, justement, il y a le parti Sarwania Frodebou, il y a le Frodebou Nyakuri, il y a le Radebou, il y a FEDES, Sangwe Pader, etc. Tout provient du Frodebou, ce parti qui a été fondé par Ndadaye. Et vous vous en réjouissez? Bon, ça c'est le résultat de l'histoire. Ce sont des faits de l'histoire. Mais ce qui est très important dans tout cela, il y a beaucoup d'ailes, parfois même antagonistes, mais ces ailes ont un dénominateur commun. Elles se réclament tous de l'héritage de président Melchior Ndadaye. Ça veut dire qu'ils se réclament comme des partis qui sont prêts à sauvegarder les acquis de la démocratie, à poursuivre et parachever l'œuvre inachevée du président Melchior Ndadaye. Ça, c'est le dénominateur commun, d'après ce que j'entends, ce qu'ils expriment. Alors, je disais que nous avons des acquis, nous avons aussi des organisations de la société civile. Elles sont comme elles sont, mais elles sont là. Nous avons aussi des médias. Ils sont là, ils fonctionnent comme ils fonctionnent aujourd'hui, mais ils sont là. Nous avons également une culture qui commence à s'installer quand même, accéder au pouvoir, gérer le pouvoir, quitter le pouvoir démocratiquement. Ça veut dire par la voie des élections. Ça, ce sont des acquis. Bon, nous avons d'autres acquis comme la réforme des corps de défense et de sécurité. Comme il a dit avant, c'était une armée mono-ethnique, mono-régionale, même mono-partisan. Aujourd'hui, nous avons quand même, peu importe comment ces corps de défense et de sécurité sont aujourd'hui, mais
on reconnaît en eux une sorte de diversité. Une sorte de diversité ethnique, de genre, etc., d'âge. C'est déjà un pas. On a des propositions pour réformer la justice, l'appareil judiciaire et l'administration. On a des propositions ici pour rechercher la vérité, pour qu'on ne vive plus la vérité du Hutu, la vérité du Tutsi ou la vérité du Twa, la vérité du Frodebo. Chacun a sa vérité. Oui, aujourd'hui, chacun a presque sa vérité. Mais on a instauré, on a négocié des mécanismes pour chercher la vérité avec grand V, la vérité des Burundais. Alors, tout ça, ce sont des acquis. Évidemment, à côté de ces acquis, nous avons rencontré des difficultés. Il y a des problèmes qui se sont posés. C'est notamment, on a observé, on n'était pas préparé pour entrer en démocratie, il a dit. On n'était pas vraiment préparé, ça je le sais, on y reviendra certainement. On y est entré précipitamment. Et comme première conséquence, vous l'avez dit dans votre mot introductif, le président de la République, le premier président de la République démocratiquement élu au Burundi, en Hutu, il a été assassiné. Pour la première fois, il y avait un président Hutu. Il a été assassiné. Et vous voulez insister sur... Mais bien sûr, mais bien sûr, puisque c'était pour la première fois qu'on a un président Hutu. Il a été assassiné avec le président, le vice-président de l'Assemblée nationale, avec beaucoup de ministres, beaucoup de députés, etc. Ça veut dire un coup d'État qui a créé un vide politique et institutionnel. On a observé de nouveaux phénomènes qu'on n'observait pas au Burundi. La naissance des mouvements politiques armés ont constitué un obstacle à l'épanouissement de la démocratie. Mais on est en train de parler de cet héritage de Ndadaye. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Un Burundi nouveau, un Burundi digne, prospère, réconcilié, etc. Je parlais de difficultés, mais si on n'est pas encore là, ok, je reviendrai plus tard. Quel est son parti parmi le Frodebo et ceux qui se sont scindés du Frodebo? Quel serait son parti qui suit le mieux cet héritage de Ndadaye, en quelques mots? Il y en a qui sont ici. Moi, j'estime que dès lors que nous adhérons tous au principe de l'instauration d'un état de droit au Burundi, au principe de l'instauration d'un état démocratique, et qu'on le défend publiquement, il ne suffit pas de le dire. Il faut être en mesure de le défendre publiquement face au pouvoir actuellement en place. Si commet tel ou tel autre délit, il faut oser lui dire que ça n'entre pas dans la logique de la démocratie. Permettez que je passe la parole à vous, Jean de Dieu Mutabazi, président du Radebo, président aussi de la coalition Copa Burundi. Bonjour d'abord et bienvenue. Et on est en train de parler de cet héritage de feu président Melchior Ndadaye, un président Hutu élu démocratiquement en 1993, mais qui a été assassiné quelques jours après. Donc, une centaine de jours de règne. Et quelle serait votre réaction par rapport à cet héritage de Ndadaye? Permettez-moi d'abord de m'excuser pour avoir été en retard pour des raisons qui ne sont pas dues à ma volonté. Et permettez-moi aussi de saluer les personnalités avec qui nous sommes sur le plateau et saluer aussi nos interlocuteurs. Et si chacun pouvait le faire, il devrait observer 1 minute de silence à l'endroit de feu président Ndadaye, héros de la démocratie, pour se souvenir de son assassinat, ainsi que de tous ceux de tous ses proches collaborateurs qui ont été assassinés avec lui pendant cette nuit fatidique. S'il faut parler de son héritage, je dirais d'abord de la part du président Ndadaye que c'était, ainsi d'ailleurs que ses proches collaborateurs, et que c'était des hommes très courageux. Très courageux parce que premièrement, fonder un parti pendant cette période de dictature qui était une dictature militaire très
très forte, très forte depuis 1966 avec le capitaine Michombero. Et il y avait, après Michombero, il y avait Bagaza, puis après Bagaza, il y avait Buyoya. C'était toujours des frères, si pas des cousins. Et en passant, après près de 30 ans, oui. Ça vous fait mal aujourd'hui? Alors, ça nous poursuit toujours, on va y revenir, parce qu'avec cette dictature, le Frodebo, il a pu quand même commencer très lentement, très difficilement depuis les années 86-87, le Frodebo, dans sa clandestinité, il a croisé les événements d'Onega Marangara, qui étaient des événements même planifiés avec beaucoup de massacres, d'atrocités de masse à cette époque. Puis après, en 1992, le Frodebo, après avoir pris connaissance d'une constitution qui était quand même mieux que celle que nous avons, les constitutions que nous avons ici, qui sont, je dirais, qui comportent beaucoup plus le côté des quotas, mais la constitution de 1992 reste une bonne constitution. Et après, le président Dadaye, il a pu quand même accepter avec son équipe d'avancer vers les élections, même s'il voyait le danger devant lui. Il le voyait. Il le voyait parce que l'équipe de Dadaye avait demandé au major Pierre Buyoya, ayant constaté que l'armée monoethnique Tutsi dont on a parlé ici n'était pas prête pour être dirigée par un Hutu. Ils avaient envoyé des émissaires à Buyoya pour leur dire: nous sommes sûrs de remporter la victoire, mais nous voyons que votre équipe ainsi que votre UPRONA ne sont pas prêts à être dirigés. Alors, vaut mieux qu'il y ait un apprentissage de la démocratie et avoir une certaine transition. Et ils ont refusé. Après avoir refusé l'équipe de Buyoya. L'équipe de Buyoya. Il a dit: ok, nous allons quand même aller aux élections, même si les dangers sont... Et le Frodebo a vaincu. Il a remporté. Et l'UPRONA ainsi que son aile militaire monoethnique a perdu à plate et couture. Et comme ils avaient préparé le coup d'État, il faut parler, si certains osent parler des atrocités de masse. Est-ce que vous pouvez y aller directement, monsieur? Je vais y arriver. Avec cet héritage de Nadaye. Parce qu'on va y arriver, c'est très important. C'est très important. Il y a longtemps qui presse en tout cas. Parce que, est-ce que l'héritage d'un homme courageux, est-ce que c'est pas très important? Je suis en train de circonscrire la situation dans laquelle l'équipe de Dadaye a évolué. Ils voyaient les dangers, mais ils ont dit: nous allons avancer quand même. Alors, donc, le côté courage est très, très important. Deuxièmement, il y a le côté démocratique. Quand vous écoutez son discours, il prône le multipartisme, mais pas seulement le multipartisme, les droits de l'homme. Il disait comment même les policiers devaient se conduire devant la population, qu'il ne faudrait pas avoir la gâchette facile devant la population. Il disait aussi, si vous écoutez bien son discours, et même dans son héritage, les 46 points, je ne sais pas si mes collègues du Frodebo Nyakuri ou bien du Frodebo ont eu le temps d'y revenir, en lisant les 46 points, son discours, programme, que ce soit au niveau politique, diplomatique, au niveau social, économique, on voit un homme progressiste. C'est aussi quelque chose de très important. Donc, à côté du multipartisme, il y a aussi une vision d'un Burundi qui n'est pas un Burundi qui rompt avec les dictatures, qui rompt avec les violations massives des droits de l'homme, un Burundi qui rompt avec, je dirais, même la pauvreté, mais un Burundi qui s'ouvre à de nouveaux horizons. Donc, on voit un homme qui a une vision d'avenir. Alors, donc, aujourd'hui, même si, je dirais, dans nos diversités, même si, entre-temps, vous savez, le Frodebo a subi aussi ce que pas souvent ou de temps en temps l'Église catholique subit. Il y a des gens qui naissent à l'Église catholique puis qui changent, qui vont dans les églises, on les appelle comment? Les églises de
de réveil, mais il continue quand même. Donc les gens naissent à l'église catholique. Et vous avez fondé le Radebou. Qu'est-ce qui vous aurait dérangé au sein du parti Sarwania Frodebou? Si vous pouvez m'aider à traduire en français, ça veut dire quoi? En français, bon, peut-être le politologue qui est très fort en français, il va traduire, c'est-à-dire au cours de l'histoire du Frodebou, mais nous n'étions pas la première édition de division. Parce qu'entre-temps, depuis l'assassinat du président Dadaye, en fait, il y a eu, on avait pratiquement décapité le Frodebou. Mais si Dadaye pouvait retourner, ça lui ferait mal, monsieur Mutabazi. Ça lui ferait mal, mais il y a certaines choses aujourd'hui, je vais y revenir. Il y a eu un premier président Hutu qui a été assassiné, mais il y a eu d'autres, on en a encore ceux qui sont là. Il y a le président Niwanunganya, il y a le président Ndaïse Domitien, il y a le président Pierre Nkurunziza, donc, et l'actuel chef de l'État, ils sont Hutus. Donc, petit à petit, nous sommes en train de trouver des conditions, je dirais des conditions normales où un chef d'État n'est pas assassiné par son ethnie. Donc, merci. Permettez que je passe la parole à l'ambassadeur Denis Banchimiwusa, professeur Banchimiwusa, expert en démocratie et partis politiques. C'est quoi votre lecture par rapport à ces scissions au sein du Frodebou après la disparition de Dadaye? Merci de la question. Juste pour dire à Mutabazi qu'un politologue n'est pas un spécialiste linguistique. Je ne suis pas donc plus fort en français, beaucoup plus que vous. Alors, pour parler de l'héritage du président Melchior Ndadaye, je trouve personnellement qu'il faut d'abord évoquer ses idéaux, ses conceptions, ses perceptions, ses représentations par rapport à deux questions principales de son temps. Vous savez, lorsque le président-major Pierre Buyoya a pris le pouvoir en 1987, très rapidement, il a été confronté à deux questions. Et le multipartisme, ou disons, Ndadaye est venu dans ce temps-là. Alors, les deux questions sont lesquelles? Il s'agit d'abord de la problématique de l'unité nationale et de la problématique du processus de démocratisation au Burundi. Alors, premièrement, quelle était la position de Ndadaye et du Frodebou par rapport à l'unité nationale? La question de l'unité nationale. Souvent, les gens l'oublient. Il faut fouiller, il faut parler avec des gens pour pouvoir percevoir ce qu'était la position de Ndadaye et du Frodebou par rapport à la question de l'unité nationale. Alors, la position était très simple. Ndadaye et le Frodebou considéraient que la manière dont était menée, la manière dont était traitée la question de l'unité nationale au Burundi était biaisée, n'était pas franche. C'est pour cette raison que Ndadaye voulait une unité véritable au sein des Barundi. Et la charte de l'unité nationale était là depuis février 1991. 91. Oui, c'est dans cette période même. Je parle de la période même de 90, 11, 12, 13. Alors, la position du Frodebou et de Ndadaye, je la trouve avec Gilles Bimazouté, l'un des plus proches collaborateurs de Ndadaye, qui n'était d'ailleurs pas de son ethnie. Il dit, puisque la priorité donnée depuis 30 ans à l'unité a abouti aux catastrophes que nous connaissons, il paraît sage de commencer par un autre bout. Par exemple, la justice, la démocratie, les droits de l'homme. Donc, au moment où l'UPRONA et le major Pierre Buyoya disaient qu'il faut d'abord faire l'unité nationale... C'est le point de vue de Jules Bimazouté. Du Frodebou. Oui, ça se retrouve, oui, du Frodebou. Le plus proche collaborateur de Ndadaye. Oui. Donc, au moment où Buyoya et l'UPRONA disaient qu'il fallait d'abord l'unité nationale pour arriver à la démocratie, le Frodebou et Ndadaye disaient
qu'il faut d'abord démocratiser la société et l'unité nationale ne viendra que comme conséquence immédiate. Voilà la question, d'abord, la position de Ndadaye, parce qu'il disait l'unité nationale n'est pas un somnifère en Kirundi, goto. Donc, il considérait que l'unité nationale était venue pour endormir le peuple burundais et ne pas arriver justement à la démocratie. Alors, la deuxième question, mais tant que je suis là, le Frodebou et Ndadaye avait proposé, comme il écrit Nibanunga Nya Sylvestre, avait proposé la charte de l'unité nationale et de la démocratie. Il voulait faire les deux à la fois. Mais cela a été refusé par l'UPRONA et le major Pierre Buyoya. Quelle année? C'était autour des années 90. Alors, la position de Ndadaye et du Frodebou quant au processus démocratique. D'abord, comme l'a dit l'honorable Léon Sengendakumana, Ndadaye et le Frodebou voulaient une transition avant d'arriver aux élections. C'est-à-dire, on voulait un gouvernement d'union nationale. Il voulait aussi une table ronde pour débattre de ces questions qui hantaient la société burundaise. Tout cela a été refusé. C'est d'ailleurs pour cette raison que Melchior Ndadaye a démissionné de la commission constitutionnelle parce qu'il estimait que le processus de transition, ou plutôt le processus démocratique, était une chasse gardée du seul parti UPRONA. Alors, parlant de la démocratie... Mais à entendre ce que vous dites, le Frodebou, donc la démocratie a été d'une certaine manière anticipée. Oui. Le Frodebou et Ndadaye voulaient d'abord une transition à travers un gouvernement d'union nationale. Donc, où il fallait mettre les partis de l'opposition dans le gouvernement afin que les deux équipes, l'équipe de l'UPRONA et l'équipe du Frodebou, travaillent ensemble, s'habituent, donc se familiarisent, et afin de préparer les élections qui allaient venir. Mais cela a été refusé par le major Pierre Buyoya et l'UPRONA. Alors, concrètement parlant de la démocratie, Ndadaye avait des points sur lesquels il insistait. L'égalité. Il disait par exemple, nta mwana n'ikinono, nta wandya wangura. Donc, pas deux poids, deux mesures. Il parlait aussi de la liberté. Par exemple, à la fin de ces meetings, il disait Gende mugororose. C'est-à-dire, soyez libre, affirmez-vous vous-même, donc soyez fiers de vous-même. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Et puis, il parlait aussi de la compétition multipartite pour que le peuple puisse choisir. Il insistait aussi sur le partage du gâteau national à travers un mot qui faisait la devise du Frodebou, l'équité. Il disait qu'il y en a qui se sont emparés des richesses nationales, mais qu'il fallait alors qu'on mette en place un régime qui mette en œuvre le partage du gâteau national. Enfin, parce qu'il disait beaucoup, il y a aussi Ndadaye qui insistait sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Il disait, Banyaruchari, il faut que le petit peuple, le Burundais lambda, lui aussi, soit respecté dans ses droits. Donc, pour parler de l'héritage de Melchior Ndadaye, il faut d'abord considérer sa position par rapport à ces deux grandes questions. Unité nationale, démocratie. Unité nationale et démocratie, qui ont été alors concrétisées dans les 46 propositions qui formaient son programme politique au moment de la compétition et qui prônait un Burundi nouveau. Permettez alors que j'insère cette question. Oui. Au niveau national, estimez-vous que l'héritage de Ndadaye est observé en matière de démocratie? Vous parlez de égalité, liberté, multipartisme, partage du gâteau national, droits de l'homme, etc. Quelle est cette situation aujourd'hui, selon vous, au niveau national? Au niveau national, on peut relever deux aspects. Le premier aspect, il y a un héritage
de Melchior Ndadaye qui est resté et qui probablement ne s'effacera pas. C'est l'idée, je souligne bien le mot idée, c'est l'idée de démocratie. L'idée de démocratie. C'est-à-dire quoi? Dans la perception ou dans la conviction des Burundais actuellement, le mode d'accès au pouvoir reconnu et accepté, c'est par la voie des urnes. Donc, les élections régulièrement organisées. Et puis, il y a aussi cette idée de multipartisme, plusieurs partis politiques. Il y a aussi cette idée des institutions démocratiquement élues, par exemple le Parlement. Donc, l'idée de démocratie, je souligne le mot idée, l'idée de démocratie, là, c'est un héritage de Melchior Ndadaye qui est resté sauvegardé jusqu'à présent. Mais cela ne signifie pas que nous avons la démocratie, parce que je n'ai parlé que de l'idée de démocratie. Y a-t-il des obstacles Il y a des à obstacles. cette idée de démocratie? Oui, par exemple, côté négatif, aspect négatif, nous avons au Burundi, comme un peu partout dans les pays africains. C'est la question que je vais poser à tout le monde. Oui. Ok. Des obstacles à cette idée de démocratie. Alors, nous avons au Burundi, je le disais, comme un peu partout en Afrique, ce qui est appelé démocratie procédurale. C'est-à-dire, comme Kefa Nibizi l'a dit, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir la démocratie. Nous avons les élections, nous avons plusieurs partis politiques, nous avons les médias, nous avons les organisations de la société civile, nous avons les institutions, mais nous n'avons pas de démocratie culturaliste. C'est-à-dire, nous n'avons pas de culture démocratique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu le temps d'avoir cette culture démocratique. Des obstacles, Jean de Dieu Moutawazi, à cette idée de démocratie prônée par Melchior Ndadaye. Oui, les obstacles, en fait, ne peuvent pas manquer, parce que si on doit se souvenir des moyens par lesquels les gens sont arrivés au pouvoir, ici au Burundi, quand je parlais avant de la rupture avec les États militaires dictatoriaux depuis Michombero, Bagaza et Buyoya, cela était arrivé au pouvoir en passant par les armes. Or, jusqu'à maintenant, on a remarqué qu'il y a des gens qui croient toujours que ce chemin peut les amener au pouvoir. On l'a vu en 2015. Donc, ceux-là qui veulent chaque fois passer par les armes, et ils ne sont pas disparus. Deux, c'est-à-dire, je pourrais dire que le dernier en date, c'était pratiquement le major Pierre Buyoya. Il est venu au pouvoir, il est arrivé au pouvoir plus de 2 fois pratiquement par les armes, et il est toujours là avec son équipe. Plus de 2 fois. Plus de 2 fois. Oui, c'est plus de 2 fois, parce qu'il y avait Buyoya 1 de 87, Buyoya 2 de 96, puis après Buyoya 3. Puis Buyoya 3, il est revenu avec les négociations. Donc c'était le premier exemple. J'allais parler premièrement pour passer par les voies des armes. Il y a, oui, je vais y arriver. Le coup d'État de Niyombare, il y a quelques années. Donc il y a des gens qui croient que peuvent. C'est un exemple. Buyoya. Non, c'est un exemple. La voie pour arriver au pouvoir, la voie des armes. Oui, donc, il y a encore des gens qui sont là. Deuxième obstacle, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent arriver au pouvoir par les négociations, c'est-à-dire recourir par les moyens, certains moyens comme aller à Arusha, aller dans une salle, etc., puis nommer un gouvernement, nommer un parlement. Et vous l'avez vu aussi qu'il y en a qui sont passé par là. Je dirais le président Niwano Gagna, il n'a pas été élu, mais il a été président. Je dirais le président Ndaïze. Et ici, je parlerai aussi du président Buyoya. Ce sont des voies, l'autre canal qui menait au pouvoir. Et il y en a qui, chaque fois, même jusqu'à aujourd'hui, demandent qu'on puisse s'asseoir sur la table, dialoguer et arriver, à nommer des gens par arriver au pouvoir dans des négociations. On en a entendu aussi. S'il y a des gens qui demandent des négociations, ça fait mal. Parenthèse, oui, je vais y revenir. Si c'est pour dialoguer, oui, mais si c'est pour accéder au pouvoir, non.
Parce qu'il y en a qui, dans le discours, je les entends, disent que qu'ils veulent des pouvoirs des pouvoirs comme genre à Arusha, faire des transitions, nommer des gens. Alors maintenant, il y a la dernière voie qui est authentique, qui a été acceptée, c'est arriver au pouvoir par les élections. Donc, s'il y a des gens qui, jusqu'à maintenant, prônent la voie militaire, la voie de négociation, ce sont des obstacles jusqu'à maintenant. Alors, donc, il faut continuer à leur prêcher, il faut continuer à leur enseigner qu'il faut garder comme unique voie la voie des élections. Là, on va y arriver. Y a-t-il des obstacles que vous observez, M. Kefani Bizi, président du Front de Bunyakuri? Il y en a beaucoup. D'abord, je citerai le contexte régional et mondial. Il y a beaucoup de mauvaises écoles de la démocratie, où effectivement on parle de démocratie procédurale, mais truquée. Au fond, il n'y a pas de culture, de volonté de démocratie. Et vous savez, la démocratie, en quelque sorte, ne satisfait pas les égos des individus. La démocratie satisfait l'intérêt général. Alors, l'égocentrisme peut trouver des écoles, peut trouver des modèles dans l'entourage régional, continental et mondial. Ça, c'est un problème, c'est un défi. Il y a également, nous avons une démocratie très jeune. Elle date de moins de 30 ans. Dans ces 30 ans, nous avons au moins 12 ans qui ont été emportés par une guerre civile. Il n'y a que 15 ans du décès de la démocratie. Ça, c'est aussi un problème parce que on dit qu'on pense qu'au cours du temps, on va se perfectionner. Si on prenait par exemple la démocratie française qui est vieille de plus de 140 ans, on ne peut pas la comparer. On a beaucoup d'expérience là-bas qu'ici chez nous. Il y a également une histoire qui pèse sur nous et qui freine l'avancée en démocratie. Une histoire qui est jonchée de violences ethniques. Alors, les gens sont beaucoup plus préoccupés par la peur d'y retourner ou en prennent pour prétexte pour éviter d'avancer dans une véritable démocratie. Et cela constitue effectivement un handicap. Je parlais d'une démocratie qui a été perçue dès le début par certains comme quelque chose qui vient les arracher le gâteau qu'ils ont, et pour d'autres qui l'ont accueilli à moitié et non pas dans toute son entièreté. S'il est vrai que le leader avait bien compris la démocratie dans toutes ses dimensions, mais je vous ai dit, la masse de la population voyait en Esserang, il faut se défaire de ce gouvernement qui nous a maltraités, mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas bien assimilé les autres dimensions de droits de l'homme, de compréhension mutuelle, de multipartisme, parce que si on avait bien compris, on vivrait maintenant la véritable démocratie. Donc voilà. Mais quelle est la situation aujourd'hui, dans le respect de cet héritage, le suivi de cet héritage laissé par Melchior Ndadaye? La situation aujourd'hui, c'est comment? Je risquerais d'emboîter au pas du professeur Denis, qui dit que nous sommes vraiment relativement avancés à ce qui est de la démocratie procédurale. Mais à ce qui est de la culture démocratique, nous avons beaucoup de choses à faire. Un mot à placer. Honorable Léon Sengena Koumana, vice-président du Parti Frodebo. Merci encore une fois de me repasser la parole. J'ai dit que pour parler de cet héritage, il faut revenir, comme l'a dit le professeur, sur l'idéal de Ndadaye. Son idéal était de voir un Burundi uni, un Burundi réconcilié, une société juste et équitable. Alors, pour Ndadaye, par exemple, si c'était problématique de question ethnique, Ndadaye ne le voyait pas ainsi. Je l'ai vu pour la première fois devant une foule nombreuse de réfugiés Hutus, leur dire que
le conflit burundais, c'était à Kigali au Rwanda, que le conflit burundais n'était pas un conflit ethnique, que c'était un conflit entre la masse paysanne qui produit avec beaucoup de producteurs et quelques profiteurs, hein, ça veut dire une oligarchie, un groupe de gens au pouvoir qui voulaient monopoliser, maintenir tout le patrimoine de l'État dans leurs mains et qui utilisaient la question ethnique, alors que réellement la question était la mauvaise gestion des affaires de l'État. Alors, oser, comme Moutabazi l'a dit, oser devant une foule de réfugiés Hutus, dire que le conflit n'était pas ethnique, c'était quand même très courageux. Alors, il le disait. À des réfugiés Hutus. À des réfugiés Hutus. Je l'ai vu aussi, quand il expliquait aux gens la nature de la lutte qu'il faut mener. Hein? Il y en a qui pensaient toujours à une élite militaire, à une élite armée. Mais Ndadaye s'y est opposé. Il a dit que si un jour on voit encore des gens qui s'organisent pour mener une élite armée, c'était à l'époque, c'était dans les années 80, hein, qu'il fallait les dénoncer et les combattre, que ce n'est pas la meilleure voie d'accéder au pouvoir, de gérer, de quitter le pouvoir. Même si ce sont des gens de son équipe. Mais bien sûr. Il faut les combattre. Il fallait les combattre, ce qu'ils pouvaient. De son équipe, de son ethnie. De son équipe. Ce n'est pas uniquement de son ethnie. Alors, je vis Ndadaye aussi en lui un homme tolérant, un homme de compromis. Quand nous avons gagné les élections en 1993, hein, malgré les pressions des militants, malgré les pressions des cadres du parti, il est quand même parvenu à former un gouvernement d'équité. 40%, 60% Hutu, soit 40% Tutsi, avec une première ministre issue du parti perdant. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire, qui peut convaincre. Il était quand même convaincant. Hein? Pour la toute première fois au Burundi, dans l'histoire du Burundi, une femme a été nommée au poste de première ministre qui n'était pas de son parti ou de son ethnie. Deux, la première femme gouverneure a été nommée pour lutter contre l'exclusion, parce que les femmes étaient exclues. La première femme a été... il y a d'autres femmes qui ont été nommées gouverneurs, d'autres femmes qui sont nommées administrateurs. Et il a évoqué pour la première fois la promotion des trois. Comme c'était un visionnaire. Hein, et un homme qui voulait que la société, franchement, soit une société juste. Alors, c'est ça qu'on garde de lui. Cette image de la société qu'il voulait créer au Burundi. Donc, maintenant, nous avons parlé des obstacles. Les obstacles, je les ai parlé, je les avais énumérés, j'y reviens, mais en quelques mots. En fait, les principaux obstacles à la démocratie, c'est d'abord la pauvreté et le chômage. Ça, c'est un obstacle majeur à la démocratie. Le deuxième obstacle, ce sont les divisions multiformes, ethniques, politiques ou autres. Genre, oui. Ça, c'est un autre obstacle, on le voit. Mais il y a aussi, comme les autres l'ont dit, ceux qui n'ont pas encore compris que nous sommes en train d'évoluer des régimes militaires et dictatoriaux vers un régime civil, un régime démocratique. Nous ne sommes pas encore en démocratie, ils l'ont dit. Nous sommes dans une phase de mutation. Nous sommes en train d'évoluer vers la démocratie. Et, croyez-moi, les obstacles ne manquent pas. Je dis qu'à un certain moment, la naissance des mouvements politiques armés. Hein? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, puisqu'ils sont au pouvoir à l'issue d'une lutte armée, ils pensent que c'est une voie, hein, pour accéder au pouvoir. Ça, c'est un obstacle, c'est un problème. Ils pensent que c'est une voie. Mais ils en sont fait, déjà aujourd'hui, si on pouvoir. regarde aujourd'hui, ils sont en train de faire disparaître les symboles de la démocratie. Les partis politiques, vous l'avez dit, partent du parti Iprona, le parti Frodebou, le parti Palipeuta FNR, aujourd'hui qui s'appelle SNR, même le parti CNDD-FDD lui-même. Toutes ces partis aujourd'hui sont en débandade. C'est un grand problème. Ça, c'est un grand problème. La bonne gouvernance. Le président Dibo
il faut que le président lui-même et les ministres et d'autres qui sont dans des postes où on peut tripoter avec de l'argent de l'État, on dit il faut aller faire des déclarations comme la Constitution le dit, comme d'autres lois le disent, notamment la loi sur la Cour anticorruption, la loi sur la Cour suprême. Mais le lendemain, il y a des résistances. Et quelle résistance? Il doit y avoir des résistances parce que quelques jours après, le président a dit se recroqueviller sur lui-même et dire bon voilà, c'est très compliqué. Il y en a qui peuvent faire cette déclaration en une semaine. Est-ce que tu peux faire la déclaration de ce que tu de tes biens pendant une semaine? C'est pas possible quand même. Ça, ce sont des résistances internes. Ce sont des résistances internes. Donc tout ça, ce sont des obstacles à la démocratie. Le refus de la bonne gouvernance. Alors je dis. Et il faut vous résumer. La situation d'aujourd'hui n'augure rien de bon sur le renforcement de la démocratie, sur le renforcement de la bonne gouvernance, car les partis politiques sont en débandade. S'il n'y a pas une initiative de la part du gouvernement, je dis bien de la part du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a divisé les partis politiques. Léonce Ngendakumana, où est-ce qu'il faut renforcer, où est-ce qu'il faut corriger? Bref, un appel aux autorités du pays, probablement aussi aux citoyens. Alors, la première chose, c'est d'instaurer un dialogue permanent. Ça, c'est très clair. Moutabazi, je ne sais pas s'il est pour cette idée. Ah bon? Donc, vous allez reposer la question. Donc, aujourd'hui, en fait... Ce sont des propositions. Alors, le dialogue, il y en a qui prennent pour le dialogue, donc ce que je pourrais dire... il n'y a pas de démocratie parfaite et dans aucun pays. Donc, je dirais que dans la démocratie telle que nous le voulons, telle que le Burundais la veulent, telle que les Français la veulent, telle que les Américains la veulent, et c'est quelque chose comme un idéal. Il faut essayer donc de continuer à avancer. Aujourd'hui, nous tous, nous reconnaissons le multipartisme, il y en a au Burundi, le principe de séparation des pouvoirs, il y en a au Burundi, mais ce n'est pas encore tel que nous le voulons, tel que le président Ndadaye le voulait. Donc, si aujourd'hui, nous pouvons pointer du doigt là où il y a des lacunes, il faut qu'il y ait une volonté de s'améliorer. Donc, ce n'est pas parfait. Nous sommes dans un processus pour avoir une culture de démocratie avec les différentes valeurs dont tout le monde a parlé, l'égalité, la liberté, le multipartisme, les droits de l'homme, l'équité, etc. Il faut essayer de coller à la loi. Sinon, est-ce que dans le monde peut-il vraiment empêcher les gens de tricher, d'être corrompus, de faire... Il y en a toujours, et les instruments de l'État doivent sévir envers son genre de personnes. Donc, ce que je pourrais dire, s'il faut relever les lacunes qu'il y a aujourd'hui, je dirais que l'essentiel aujourd'hui, c'est de continuer avec ce processus. Il ne suffit pas d'avoir des présidents ou tout, il ne suffit pas seulement d'avoir des institutions élues démocratiquement. Faut-il aussi que les institutions élues démocratiquement puissent diriger de manière démocratique et respecter la loi. Donc, le maître mot aujourd'hui que nous pouvons dire que tout le monde devrait s'entendre, c'est l'instauration d'un état de droit. Puis je vais vous poser la même question, ambassadeur Denis Wachimiroussa. Si le président Ndadaye prônait pour la sécurité pour tous, le développement économique et social, la lutte contre la corruption, respect des droits de la personne humaine, justice équitable, etc., où est-ce qu'il faut corriger aujourd'hui? Où est-ce qu'il faut renforcer un appel aux autorités? Oui, merci de la question. Justement, en partant de l'exemple d'Ndadaye, lorsqu'il a gagné les élections en 1993, il a nommé à la tête de son gouvernement une hyproniste. Et cette idée, on pourrait dire que, ou même cette pratique, on pourrait dire que Ndadaye a dévancé Arusha quant à la manière d'instaurer une démocratie consensuelle. Alors, aujourd'hui, apparemment, ça commence à changer.
Pourtant, cette pratique avait quand même aidé dans la manière de gouverner et d'apaiser les esprits. Je pense que c'est une pratique, c'est une très bonne pratique qui montre l'élégance en politique. Deuxièmement, Ndadaye, en parlant de la réforme de l'armée et de la gendarmerie à l'époque, il disait aussi qu'il fallait que les femmes soient dans ces corps-là. Maintenant, on a cet héritage, même si les femmes sont encore peu nombreuses, mais je pense qu'il faudrait renforcer cette idée de participation de la femme dans ces corps de défense et de sécurité. Et puis, le multipartisme alors, on en vient là. Nous avons un multipartisme non fonctionnel au Burundi. Non fonctionnel. Non fonctionnel. Les partis politiques ne fonctionnent pas tous. D'abord, n'ont pas la même liberté, ne sont pas traités de la même manière, et puis eux-mêmes ne s'organisent pas de manière concrète. Il faut donc avoir un multipartisme qui fonctionne. Les élections. Parfois, nous avons des élections non sincères. Non sincères. Dont les résultats ne sont pas... Des partis non fonctionnels, des élections non sincères. Parfois non sincères. Les élections truquées. C'est-à-dire les élections dont les résultats ne sont pas reconnus par tout le monde parce que le processus électoral n'a pas été transparent. Ça, il faut corriger. Nous avons les institutions qui ne jouent pas. Et c'est prouvé ce que vous dites. Pardon? Est-ce que c'est prouvé? Ça n'engage que lui, il faut le laisser. Bien sûr. Comment ce n'est pas prouvé? Ça n'engage que lui, il faut le laisser. Pourquoi ce n'est pas prouvé? C'est prouvé? Allez. Ok. Troisièmement, nous avons des institutions qui ne jouent pas réellement leur rôle. Par exemple, nous avons parfois au Parlement. Quelles instances notamment? Oui, nous avons, j'y vais. Nous avons parfois au Parlement les assemblées nationales qui œuvrent pour les patrons de leur parti. Nous avons les parlementaires, nous avons les députés et les sénateurs qui œuvrent pour leur parti au lieu d'œuvrer pour l'intérêt de la nation. Les électeurs. Oui, pas les électeurs, l'intérêt de la nation. C'est-à-dire à travers de cette loi qui dit que lorsque le un mandat parlement... national. Mandat national, vous dites. Oui, voilà, tout à fait. Alors, tout cela, il faut les corriger. Nous avons les institutions de lutte contre la corruption, mais la corruption continue toujours à gangréner le pays. Et puis, nous avons aussi la réduction drastique de l'espace politique pour certains partis ou certaines personnalités jugées opposants. Ça aussi, c'est à corriger pour avoir une démocratie. D'ailleurs, je vous rappelle que Ndadaye était parmi les fondateurs de l'une des premières associations de défense des droits de l'homme, notamment la Ligue Iteka. C'est finalement toute une liste. Tout à fait. Correction. Correction. Comment corriger? Il faut corriger en essayant de conscientiser les gens, en essayant d'inculquer aux gens la culture politique démocratique. Par exemple, j'attire l'attention de Mutabazi. Dire que dialoguer ou négocier, que c'est une pratique antidémocratique, ça c'est plutôt le contraire. Vous m'avez mal compris. J'ai dit les dialogues Jean Arusha pour se partager le pouvoir. C'est ce que je dénonce. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les dialogues... Non, vous êtes d'accord avec moi? Tous les dialogues... Que ce soit à Arusha, à Bujumbura, oui, ou à Gitega. Oui, Arusha, à Bujumbura, Gitega, je ne sais pas. Mais tous les dialogues ne doivent pas aboutir au partage du pouvoir. Non, or, la bonne gouvernance... Comprenez-moi. Tel que je le dis, le dialogue tel que nous l'organisons aujourd'hui, vous savez très bien que les partis politiques se rencontrent fréquemment à Gitega ou ailleurs, et nous le faisons. La bonne gouvernance. Donc le dialogue, nous le faisons, monsieur. C'est cette interaction permanente entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques dans la co-gestion des affaires de la collectivité. Et qu'est-ce que vous appelez co-gestion? On doit donc continuer à dialoguer. Non, qu'est-ce que vous appelez co-gestion? Écoutez-moi. Non, qu'est-ce que vous appelez co-gestion? Monsieur Mutabazi, je crois qu'il a un problème au niveau de l'organisateur de ce dialogue. C'est ça? Alors, je disais, les acteurs étatiques... Peut-être les termes de référence de ce dialogue dont il parle, peut-être qu'on ne se comprend pas. Doivent toujours continuer à dialoguer à l'absence d'un dialogue, les acteurs c'est la non guerre. étatiques. À l'absence d'un dialogue, c'est la guerre. Il n'y a que deux voies.
pour accéder au pouvoir. On dialogue, on échange sur l'ensemble de toutes les trouve questions un consensus fondamentales du pays, on trouve des compromis. Mais si on ne s'engage pas dans un dialogue franc et sincère, alors Est-ce qu'aujourd'hui... bonjour la guerre. Non, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue? Ça se fait où? Il Entre qui et qui? Il faut centrer le débat, monsieur. Que le Fanny journaliste. Wizi. Oui. D'abord, le dialogue se fait entre le pouvoir Fanny et son Wizi. opposition. Et je crois Ça se fait que où? l'on est vers les dernières minutes de l'émission. Que Fanny Wizi. Bon, Un appel. Merci beaucoup. Je voudrais, vous avez posé la question, où faut-il renforcer? Ou faut-il corriger Oui, aussi? oui. Jusqu'à maintenant, notamment pendant les périodes électorales, on assiste encore à des violences physiques et à des violences langagières. Il faut corriger ça, parce que ça, c'est un signe de manque de maturité démocratique. Deuxièmement, les contestations des élections qui sont souvent extrajudiciaires. Je donne l'exemple de 2010 et de 2015, où les gens ont contesté les élections sans passer par les voies judiciaires. Alors là, moi, je me situe dans des angles. Y a-t-il des manquements dans l'organisation des élections qui poussent les gens à contester? C'est un manque d'équité démocratique. Et les élections sont-elles bien organisées, mais les perdants refusent d'accepter les autres urnes? C'est toujours manque d'équité démocratique. Ça veut dire quoi? La contestation récurrente des résultats des élections, pour moi, c'est un manque d'équité démocratique. Deuxièmement, il y a un manque de compréhension. Je vous donne un exemple. J'étais dans une province un jour, nous étions dans un véhicule, les gens parlaient, le président du parti a fait ceci. J'ai posé la question, Quel parti? Quel parti? Tout le monde me regarde, tu poses cette question. Tu ne connais pas le parti qu'on parle. Alors, les gens pensent que quand on parle de parti politique, on parle X, Y parti politique. Ils ne comprennent pas qu'il y ait 35 partis politiques. Ça veut dire qu'il y a une difficulté. Il ne parlait pas, en tout cas, du parti Frodéou Nyakuri. Laisse-moi, je me limite là-bas. C'est ce que vous allez dire. Alors, il y a un problème. Il y a même des gens qui ne comprennent pas que leurs voisins peuvent appartenir dans un autre parti politique qu'est la leur. Ça, c'est vraiment très grave. Alors, pour moi, la solution... Je parlais même de ce qu'on parle du gâteau national. Et là, moi, quand je parle du gâteau national, je ne parle pas le partage des postes. Mais je parle, est-ce que les services étatiques sont-ils équitablement accessibles partout le monde, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, ou qui ne va pas... Je m'interroge, je n'ai pas fait une enquête, mais je pense qu'il y a des interrogations là-dessus. Alors, d'où alors un dialogue permanent, qu'est-ce que je vais franc et proposer sincère? à ce niveau? Nous avons commencé un processus il y a à peu près 30 ans et qui jusqu'à maintenant n'a jamais été évalué. Alors, il faut organiser pour moi les états généraux de la démocratie. Et c'est naturellement les pouvoirs publics qui organisent ça. On invite tout le monde. On voit les étapes déjà. Est-ce que l'organisation de ces états généraux est possible aujourd'hui? Bon, il n'y a rien qui l'empêche. Car le ministre de l'Intérieur invite les partis politiques, tout le monde vient. Au moins des règles. Et si on inviterait les partis politiques, les acteurs non étatiques, la société civile, les professionnels, les intellectuels en la matière, qu'est-ce qui empêcherait qu'on passe 2 ou 3 jours en évaluant, en proposant ce qu'il faut renforcer et en mettant en place un calendrier ou un cahier de charge de ce qu'il faut faire. Moi, je pense que il faut que là, on tire une sonnette d'alarme. Si on retourne en arrière, en ce qui est de la démocratie, bonjour la violence. Organisation des États généraux sur la démocratie, pour ou contre Jean-de-Dieu Moutawazi, président du Radebou. Pour ou contre? Je ne peux pas comprendre quand je parlais des thèmes de référence dans un dialogue ou bien ce qu'on peut entendre par les États généraux sur la démocratie. Quand je ne comprends pas quelque chose, je pense que je ne peux pas commenter. Mais ce que je suis en train de dire, cet État a des textes. Nous avons une constitution et nous avons d'autres... Donc c'est pas nécessaire. Non, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur le journaliste. Patientez et essayez d'être correct comme modérateur de ce dialogue. Je t'en prie. Alors, donc ce qu'il faut faire, il faut un état de droit.
un état de droit, c'est-à-dire quand là où une loi n'est pas parfaite, il faut la corriger. Nous avons des institutions, nous avons le principe de séparation de pouvoir. Donc, le Parlement on est déjà là. à la fin de l'émission. J'ai posé la question. Vous êtes pour ou contre cette organisation des États généraux sur la démocratie? Oui. Je ne peux pas, je n'ai jamais entendu que c'est les États généraux sur la démocratie. Contre l'organisation des États généraux sur la démocratie au Burundi. Je suis pour à 100% parce que, comme le disait le président de Banunganya, la démocratie est piégée au Burundi. Pour ou contre, ambassadeur Denis Bachimiou? Je ne peux être que pour parce que ça rejoint la définition de ce qu'il faut entendre par la bonne gouvernance. Il faut toujours dialoguer. Merci, et c'est par ici que s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Elle a été mise en onde par Aimé Toussaint Mitewuti, réalisation de Jérôme Nyonzima, prise d'image de Dorine Ouimana et Renaud Nyongheza, et au micro, Léonce Vitaliho. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine.